Regardez cette première vidéo. On comprend bien, donc c'est le service de sécurité ukrainien, le SBU, qui se vante vraiment fanfaronne en disant regardez ce que nous avons réussi, et on a là l'ensemble des préparatifs et l'action contre les bombardiers russes. Regardez. Le SBU s'est attelé à un travail complexe, inédit et audacieux. Cette opération a été personnellement dirigée par le chef du service, le général de corps d'armée Vassil Maliuk. C'est ainsi que l'opération a débuté. Dans la profondeur de la Russie et sous le nez du FSB, les officiers du SBU ont réalisé une opération unique. Ils ont introduit clandestinement des drones en Russie qui ont été placés sur le toit des camions. La préparation des drones et des camions s'est organisée à quelques kilomètres seulement des bureaux du FSB dans l'une des régions russes. Les camions ont été envoyés vers les aérodromes où étaient stationnés les bombardiers stratégiques. L'attaque devait viser 5 aérodromes, Olenia dans le nord de la Russie, Ivanovo et Daguilevo dans le centre de la Russie, Belaya dans le sud de la Russie et Ukrenka dans l'extrême est de la Russie. Ainsi, la toile du SBU devait couvrir l'ensemble de la Russie. Voilà cette vidéo. Zoriana Aniak, c'est votre pays. Évidemment, il y a une fierté. On comprend ici la fierté de vos services d'avoir réussi ce coup. Les services ont réussi ce coup. Ils se battront jusqu'au bout. Je le dis toujours, si la Russie cesse les combats, il n'y a plus de guerre. Si l'Ukraine cesse les combats, il n'y a plus ni d'Ukraine ni d'Europe. Donc c'est fondamental et les Ukrainiens vont continuer. Oui. On découvre ici là, notamment l'ampleur du projet qui était encore plus considérable que ce qui s'est révélé au final, puisque je ne sais pas si on peut repasser cette partie de la vidéo, mais on voit sur la carte qu'il visait des aéroports partout sur le territoire russe. Non, il y a 5 aérodromes qui sont visés. Celui le plus à l'est que j'observais, parce que j'avais des informations contradictoires le concernant Ukrenka, qui est vraiment à des milliers, près de plus de 5000 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. C'est d'ailleurs là qu'auraient été rapatriés certains aéronefs. L'opération elle est impressionnante à la fois par sa simultanéité, son ampleur, la longe, j'allais dire, des frappes, mais à chaque fois, on voit que la jubilation, elle est partagée, y compris par vous. C'est-à-dire que la dimension narrative, informationnelle est presque aussi forte que l'opération en elle-même. Et ça, c'est l'illustration de ce qu'est en partie la présidence Zelensky, qui est une présidence Netflix. C'est-à-dire que le récit, le chapitrage du récit, tous les jours, 2 jours, on vous livre des photos, des vidéos supplémentaires qui permettent d'appuyer également, d'un point de vue psychologique, là où ça fait mal chez l'ennemi. Oui, vous avez parfaitement raison de souligner le caractère communicatif de cette présidence, mais je vois ici en vérité ce qui s'est toujours passé chez les bons dirigeants et chez les grands chefs de guerre, c'est-à-dire d'axer autant sur la communication que sur le martial. Bonaparte faisait des peintures après chacune de ses victoires, et même des batailles qui n'étaient pas vraiment des victoires, mais qui sont devenues des victoires par justement le pouvoir de sa propagande. Et ces bulletins, ces fameux bulletins. Et les bulletins de guerre, bien évidemment. Bonaparte vole comme la foudre et frappe comme le tonnerre. On le voit traversant les Alpes sur un magnifique cheval avec la cape rouge, avec le nom d'Hannibal et de Charlemagne sur le rocher à côté de lui. Or, il traverse les Alpes sur un âne frigorifié à l'arrière de l'armée. Il a failli crever 4 fois. Enfin, c'était pathétique. C'est pareil pour le pont d'Arcole. On le voit chargeant avec le drapeau français. En fait, il s'effondre. Il a failli se noyer dans la boue et il est sorti par 2 grenadiers qui lui sauvent la vie. Donc Zelensky ici s'inscrit, il est vrai, dans les réseaux sociaux et dans la modernité, mais aussi dans le pouvoir de la narrative, de la propagande qui est millénaire. Amiral Vichot, vous qui avez dirigé des sous-marins nucléaires Langin qui valent quoi ? Des milliards si on cumule tout le là, ce sont des drones qui coûtent 500 €. Avec des drones à 500 €, ils réussissent ça. Oui, c'est une réussite extraordinaire, à la fois d'astuce, d'intelligence, d'organisation. Vous l'avez fort bien décrite les uns et les autres. C'est tout simplement bluffant, mais c'est en même temps c'est presque mythique. Enfin, je veux dire, on se croirait en train de regarder un des meilleurs films d'espionnage. Et cette répétition en plus qui permet aux Ukrainiens de se glorifier et de se faire glorifier par le monde entier pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à la prochaine. Parce qu'en plus, ils nous ont annoncé qu'ils avaient encore quelque chose en soute, comme on dit dans la marine, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver. Donc, ils arrivent même à faire peser une menace supplémentaire sur les forces russes. Chapeau.
Mais ce qui est si puissant dans cette opération et ce qui devrait faire si peur, notamment à nous Français, mais surtout aux Américains, c'est justement que cette opération n'a quasiment rien coûté. Or, les États-Unis, aujourd'hui, ont le problème, la malédiction des ressources abondantes. Dès qu'ils ont un problème, ils déversent des sommes pharaoniques. Le développement des nouvelles armes, du F-35 par exemple, le dernier avion de chasse, est le système d'armement le plus coûteux de l'histoire mondiale. On a l'impression que les États-Unis ont une sorte d'impossibilité de développer des systèmes d'armement modernes qui sont cheap, pour utiliser le terme américain. Et ça, c'est quelque chose qui est donné aux puissances qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont obligées d'innover, obligées de faire avec peu. Et les grandes puissances, généralement, tombent dans le piège inverse. Et quand elles perdent les ressources abondantes, comme tout empire, les choses commencent à aller très mal. Oui, enfin, quand même, il y a des choses vraiment importantes sur lesquelles on ne peut pas faire d'impasse, et là, il faut investir de manière très significative. Ce qui est bien, c'est de compléter cela par des forces d'appoint. Mais ce qui va emporter la décision, ce n'est pas ce genre de raid. Ce genre de raid est extraordinaire par son effet psychologique. Il est extraordinaire parce qu'ils ont réussi quand même à endommager une capacité importante pour la Russie. Mais c'est pas ça qui va permettre de gagner la guerre. Actuellement, ce qui permet de gagner la guerre, c'est effectivement d'avoir les munitions en nombre suffisant, d'avoir les véhicules, les avions en nombre suffisant et les missiles qui vont avec. Donc c'est bien des investissements lourds, c'est bien une recherche, c'est bien des études qu'il faut mener. Tout ça, ça doit être mené, je n'allais pas dire en parallèle, mais au moins en bonne dynamique et en bonne entente. C'est très. Regardez les images des camions. Tout ça est très sophistiqué. Alors ça, visiblement, c'est des images des simulations ou c'est des modèles, des petits modèles. Mais visiblement, alors je sais pas si c'est refilmé ensuite, mais ils ont suivi certains de leurs camions avec dans le véhicule derrière le SBU qui filmait. Ils ont fait de l'autopromo, si j'ose dire, de façon assez sophistiquée, quoi. Oui, mais c'est une technologie en fait de drone que nous connaissons depuis des années. La trappe qui s'ouvre, telle les portes devant le bureau d'LCI quand vous passez, qui s'ouvre. Enfin, c'est quelque chose qui ne demande pas une innovation technologique absolument dingue. Et je vous rejoins, mon amiral, bien évidemment, sur le point que vous venez de faire. Mais la logique, il me semble, est un peu plus profonde. Je pense notamment au sujet des porte-avions et du développement des missiles chinois anti-porte-avions qui coûtent 1/1000 du prix de la fabrication d'un porte-avions et qui pourtant semblerait, dans certains des wargames, notamment américains, les neutraliser. Donc le problème de l'abondance et de la richesse est bien évidemment essentiel, mais les États-Unis ont toujours eu ce problème de ne pas pouvoir développer des systèmes d'armement qui ne coûtent pas très cher. Les Américains ont toujours en face cet rêve d'ingénieur, les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va tout essayer. On va tout essayer systématiquement. Ils ont appliqué ça d'ailleurs, par exemple, dans le domaine nucléaire. Quand il s'est agi de trouver des matériaux pour se protéger contre les rayonnements, ils ont relu le tableau de Mendeleïev, ils ont pris tous les éléments les uns après les autres et ils ont regardé ce qui marchait et ce qui marchait pas. Ils ont même eu l'intelligence de publier que ce qui marchait pas. Du coup, on en a déduit que ce qui marchait, c'est ce qui extraordinaire. C'est ce qui publiait pas et comme ça, on est allé plus vite. Et puis nous, on n'avait pas les moyens, ça tombait bien. Donc. Mais vraiment, ils ont procédé comme ça. Ils ont essayé tous les matériaux imaginables. Ils utilisent toujours toutes les solutions et à la fin, à force d'essais et de persévérance, ils trouvent ce qui est le plus efficace. Mais effectivement, ils ont dépensé des sommes tout à fait considérables. Mais c'est très efficace au résultat, et puis ça demande des capacités qu'ils ont développées, qu'ils ont su développer et aménager. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont un problème de capacité industrielle. Ça, c'est sûr, et ils ont laissé à la Chine accaparer cette capacité industrielle, et aujourd'hui, ils sont très gênés. Mais je pense, pour aller dans le sens de Louis Sarkozy, que là, on est quand même, et c'est un autre cas classique dans la guerre, celui de l'impuissance de la puissance. Parce qu'avec cette opération, ils font quand même tomber, ou ils abîment très sérieusement deux mythes russes. L'un, c'est cette idée que l'extrême profondeur de ce territoire de 17 millions de kilomètres carrés est à la fois impénétrable et la meilleure des défenses pour les Russes. Ils arrivent à frapper des milliers de kilomètres. Le deuxième mythe, c'est qu'il ne faut pas oublier la nature des cibles. Elles sont stratégiques. Et ça veut dire, ça peut être nucléaire ou conventionnel. On tape. Et découvrez maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, cette fois, on est dans les drones. Et encore une fois, tout ça a été vraiment préparé. On voit que pendant des mois, ils ont préparé l'action militaire, l'action secrète et visiblement l'action de communication avec ces films de propagande quand même assez sophistiqués. Et là, on est à l'intérieur d'un des drones qui ont frappé l'aéroport, notamment d'Olenia, et qui ont détruit des bombardiers russes. Усе було вираховано до секунди.
Tout a été pensé à la seconde près pour ce moment précis. Et il est arrivé. Le nombre de régions et les distances qui les séparent indiquent l'ampleur de l'opération spéciale du SBU. Elle s'est déroulée simultanément dans 3 fuseaux horaires différents et a impliqué 117 drones. Les opérateurs de drones ont visé avec précision les réservoirs de carburant, les moteurs et les missiles. La défense aérienne n'a pas fonctionné et les pneus ne les ont pas sauvés. Le coup porté au sentiment d'impunité de la Russie est encore plus précieux. C'est une opération qui change la donne. C'est la réponse à ceux qui pensaient que nous étions impuissants. Mais c'est toujours la même chose. Enfin, c'est toujours c'est David et Goliath. C'est-à-dire que dans la puissance de cette opération, on voit les milices espagnoles contre l'armée napoléonienne, on voit les Vietnamiens contre les États-Unis. C'est-à-dire que l'empire mondial, toutes les ressources au monde, une volonté politique, une légitimité populaire, les troupes les plus armées, les plus entraînées, se cassent les dents face à des légions de milices civiles avec un équipement et de l'argent infiniment moins profond. Et c'est ici vraiment le symptôme de ce que disait M. Fenwick, c'est-à-dire l'impuissance de la puissance et la puissance de l'impuissance. Je pensais aussi à Vietnam, mais la grande différence ici, c'est qu'on a aussi les Ukrainiens qui sont très technologiquement développés par rapport au Viet Cong. Et ce qui est intéressant, et ce qui est peut-être aussi une leçon pour nous, pas simplement d'investir dans les drones, mais d'investir aussi sur les technologies anti-drones. Aux États-Unis, on en parle beaucoup. C'est-à-dire, si vous investissez dans des avions de chasse et autres qui coûtent quand même une fortune, il faut les protéger. Et il faut les protéger de petits engins qui ne coûtent pas cher. Donc, quelles sont les astuces, quels sont les investissements aussi qu'on met là-dedans? On retrouve des analyses qui, par exemple, avaient conduit à repasser à l'utilisation du canon dans le combat aérien parce que effectivement les missiles, il n'y en a pas 36 et au dernier ressort le canon est très efficace, en particulier sur les combats vraiment rapprochés. Mais on retrouve ici de la même façon cette idée qu'on peut avoir des armes simples, mais que ces armes simples elles peuvent être détruites par d'autres armes simples. Par exemple sur les bateaux de la flotte en France, quand on a dû protéger le détroit, la mer Rouge contre les Houthis, eh bien on a utilisé les canons et les mitraillettes, les mitrailleuses par exemple, les canons et les mitrailleuses, parce qu'effectivement un missile c'était très bien, c'était très efficace, mais c'était très cher et sans commune mesure avec l'objectif fixé. Et très rapidement on s'est dit on va probablement arriver à avoir le même résultat en utilisant des armes moins sophistiquées, de canons à tir rapide, et on a ressorti les mitrailleuses calibre 20 pour abattre ces drones qui sont en fait extrêmement fragiles et vulnérables, parce qu'ils volent pas très vite et parce qu'on les voit arriver. Mais il faut avoir des armements adaptés. C'est pour ça que, à côté des armements extrêmement sophistiqués, il faut aussi savoir se doter et s'adapter à la menace et à son évolution, en particulier quand elle est à bas coût et quand elle est en grand nombre. Où se trouve là le pilote de drone? Alors il y a la caméra qui est sur le drone, mais le pilote de drone, où est-ce qu'il se trouve? On dit qu'il se trouve en Ukraine. Oui, alors on ne le sait, il pourrait se trouver ici, il peut se trouver, si vous voulez, Xavier Titelman sur ce plateau a expliqué l'achat de SIM locales et l'installation, l'utilisation de relais qui font que la téléopération, notamment par le réseau Internet, permet une distance qui n'a pas de limite. L'autre pilote, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a également dans cette opération une part d'autonomisation de la munition qui est très impressionnante, qui pose des questions, et à mon avis elles vont être vite répondues comme dirait l'autre, parce que en fait ces précédents sont en train de faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a des questions éthiques autour de ces munitions qui, au bout d'un moment, peuvent non seulement aller jusqu'au bout d'une mission extrêmement complexe, mais en plus travailler en essaim afin de mêler surveillance, dépôt ou lâchage de charges utiles et évitement, contournement d'obstacles. Et c'est précisément en partie ce qui a été utilisé ici, ce qui permet de déjouer les systèmes de brouillage, de minimiser les pertes humaines et ce qui permet à la mission d'être accomplie avec une quasi-certitude, quels que soient les éléments qui soient employés par les belligérants en face. Est-ce que tout ça peut être reproduit assez rapidement? Zorian Aniak, je lis ce que dit Maliuk, le responsable ukrainien. Le SBU frappe et frappera l'ennemi même là où il se croit inatteignable. Nous travaillons sur de nouvelles surprises aussi douloureuses que l'opération Toile d'araignée.
Oui, même là où il se croit inatteignable, comme disait Gallagher, maintenant il y a il y a l'IA qui est très opérationnelle sur les drones, et donc il y a des capacités de saturation, enfin sur les opérations de saturation qui permettent justement qu'il y a un rassemblement d'une centaine de drones, c'est ça, qui peuvent agir indépendamment d'un pilote, mais qu'un pilote supervise la totalité. Mais oui, il y a toujours, il y a toujours sur l'élément décisionnel quand même à un moment une intervention humaine. Et ça permet de toucher des cibles très précises et inatteignables d'habitude. Quelles sont les surprises possibles? Les Ukrainiens ont frappé le Kremlin avec un drone. Ils ont frappé 2 fois ou 3 fois maintenant le pont de Crimée. Ils ont réussi à tuer un certain nombre de généraux russes, à Moscou en particulier. Qu'est-ce qui reste comme opération de surprise possible? Détruire le pont de Kerch, complètement. Oui, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi s'en prendre au système de radars russes, des radars stratégiques. On peut s'en prendre aux lignes de communication. Ça a déjà été fait, mais c'est à refaire. C'est à refaire. Pour moi, ils en ont fait. Quand ils en ont attaqué un qu'ils ont effectivement détruit. C'était très significatif. On a même eu peur que ce soit, que ce soit un premier pas sur l'escalade nucléaire, et en fait pas du tout. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Les Ukrainiens ont montré qu'ils n'avaient plus d'un tour dans leur sac. Donc il faut s'attendre à être à nouveau surpris. Puis la question fondamentale, c'est est-ce que les Ukrainiens ont l'ambition, peut-être, et même s'ils n'ont pas l'ambition, en tout cas, est-ce que les Américains exercent un pouvoir sur leurs alliés, en tout cas sur les Ukrainiens, assez conséquent pour empêcher l'assassinat ou le ciblage de hauts dignitaires et de hauts politiques russes, et notamment même de M. Vladimir Poutine, parce que c'est quand même la nature même des régimes autoritaires, contrairement à une démocratie qu'on a beau critiquer toute la journée, mais les régimes autoritaires qui dépendent d'un seul homme, s'il lui tombe, le régime s'effondre autour. Et ça serait la façon la plus rapide de terminer cette guerre. Mais bien sûr, les États-Unis, et je pense le monde entier, ne peuvent pas tolérer ça, parce que c'est quelque chose, les conséquences d'un tel acte ne seraient sans doute inimaginables. Le numéro 2 des services ukrainiens l'avait dit. Il avait dit, Poutine fait partie de nos cibles. Et il y avait un drone aussi qui s'était écrasé, il me semble, pas loin d'un appartement privé de M. Poutine. Donc c'est clairement quelque chose, au moins sur le plan psychologique, que les Ukrainiens veulent en retenir. Rappelez-vous, au début de la guerre d'Irak, je me rappelle très bien, les Américains avaient fait un bombardement espérant toucher Saddam Hussein directement et tuer Saddam Hussein. Au tout début de la guerre d'Irak, ils s'étaient dit, peut-être que si on le tue, on s'économise toute notre guerre. Et Salvador Allende au Chili aussi, il me semble. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la CIA organise des bombardements sur le palais présidentiel. Il meurt, il me semble qu'il meurt. Enfin, il est là, il est arrêté pendant le putsch. Mais effectivement, il cherchait bien sûr à le tuer. Exact, oui. Amiral ? Non, tout à fait. C'est bien. Les actions, on vise la tête, c'est sûr. Et je pense que M. Poutine prend actuellement toutes les précautions nécessaires, évidemment, pour éviter ce genre d'avatar. Mais c'est très important. Bon, les Ukrainiens, pendant ce temps, ils ont aussi besoin de résister sur le front. Ils sont quand même très... Ils résistent pied à pied. Les Russes n'ont toujours pas percé, mais les Russes continuent à grignoter. Donc pour eux, c'est très important ces opérations parce qu'elles entretiennent le moral et ils sont dans la situation, on disait autrefois, de l'arrière pourvu qu'ils tiennent. C'est bien maintenir la vigueur, la résolution du peuple ukrainien contre l'agresseur russe. Et je vérifie à l'instant, c'est plutôt vous qui avez raison, c'est Allende qui se suicide dans le palais de la Moneda sous les bombes des putschistes, donc en 73 aussi c'est la mémoire. La réponse à votre question sur qu'est-ce qui peut suivre, et c'est une évidence, mais elle dépend de ce personnage dont vous avez affiché le portrait à l'antenne, Vassil Maliouk, qui est un personnage vraiment très intéressant. Moi, personnellement, si je souhaitais humilier la Russie, je refais la même opération, en tous les cas sur les mêmes cibles, pour montrer qu'après avoir diffusé toutes ces vidéos, ils sont toujours pas capables de protéger ces aéronefs. Ça, c'est une option qu'il faut pas exclure. Mais la raison pour laquelle j'insistais sur ce personnage, Vassil Maliouk, c'est parce que dans son modus operandi qu'il décrit très très bien, il a recruté des opérateurs qui sont extrêmement jeunes, qui sortent complètement des sentiers battus, et c'est précisément ce qu'il leur demande. C'est énormément d'insolence et d'inventivité, et avec une boucle décisionnelle qui est très très courte et qui fait rarement remonter les décisions au-dessus de lui à des fins de validation. Ce qui fait que le président Zelensky lui-même n'est pas au courant de cette opération, ou en tous les cas pas jusqu'à la dernière minute précisément
afin d'éviter les fuites. Rappelez-vous qu'ils expliquent, c'est peut-être une légende urbaine ou le mythe qu'ils entretiennent, une opération qui se prépare sur 12 mois, 6 semaines et 9 jours. Et donc, Vassil Malyouk, lui, s'entoure de gamers, de gens qui viennent d'univers très, très différents. Il les demande de plancher sur les scénarios qui leur paraissent les plus fous, les plus audacieux. Il choisit, il dit « Ok, comment est-ce qu'on le fait ? Faites-moi des propositions. » Après, il décide très rapidement.